commencer. Je suis Emmanuel Penn de la société Invarture. Rapidement, en quelques mots, Invarture, nous sommes spécialistes des add-ons et des logiciels techniques pour SAP, notamment sur 3 axes, le DevOps et la livraison continue, la sécurité des données, la partie conformité et l'expérience digitale, l'expérience utilisateur. Donc dans cet axe-là, nous retrouvons la solution Neptune DX Platform dont nous allons parler aujourd'hui, au travers de ce beau retour d'expérience du ministère des Armées, puisqu'on parle d'une application qui est utilisée d'applications qui sont utilisées par des dizaines de milliers d'utilisateurs sur un environnement SAP HCM. Donc on va savoir tout cela. Je présente nos interlocuteurs. Le commandant Fabrice Jean, donc, qui est responsable de la transformation digitale dans le département qui s'occupe des développements SAP RH. Moi je suis le commandant Jean, je suis le responsable de la section transformation numérique au SMCIF RH, et donc à ce titre, au-delà de faire de la veille technologique sur tous les produits qui touchent plus ou moins à SAP, on a plus particulièrement en charge le développement de tous les portails des SIRH d'armée. Donc je vais vous faire un retour d'expérience en fait sur pourquoi on a choisi Neptune, ses avantages, ses inconvénients et sur le déroulement du projet en lui-même jusqu'à aujourd'hui. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, on a 4 SIRH, donc celui de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, le service de santé des armées avec un SIRH satellite qui est le NCI, donc le noyau commun interministériel, qui à la base avait été créé pour plusieurs ministères et qui au final ne sert qu'au ministère des Armées et un petit peu à la justice. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur ECC6 EHP8, NetWeaver 7.2 depuis peu, puisque nous avons réalisé notre migration. On est passé de ECC6 EHP0 vers ECC6 EHP8 dans l'année qui vient de s'écouler. Donc, le nombre d'utilisateurs qui étaient potentiellement en mesure de se connecter donc, sur l'ensemble de ces SIRH était de 250 000, donc répartis sur les cartes SIRH. Est-ce que ça vous gêne? J'enlève mon masque parce que c'est pour discuter, c'est un peu pénible. Donc potentiellement 160 000 utilisateurs qui pouvaient se connecter pour l'armée de terre et environ 90 000 un coup complet en fait pour les 3 autres. Donc ça, c'est les différentes architectures qu'on a mis en place dans le cadre du projet. Donc pour l'armée de terre, vu le volume d'utilisateurs qui devaient se connecter, le choix avait été fait à l'époque d'avoir un front-end pour la partie Neptune et de garder toutes les données côté ECC. Donc avec une architecture un peu particulière, les utilisateurs qui se connectent sur la partie Neptune sur ce front-end avec une RFC de confiance pour pouvoir discuter entre Neptune et la partie ECC. Donc ça, c'était pour l'armée de terre, donc c'est ce qu'on voit ici. Et pour toutes les autres plateformes, vu le peu d'administrés qui étaient en mesure de se connecter dessus, il a été décidé d'installer Neptune directement sur l'ECC. Donc c'est ce qui fait en fait aussi la grande force de ce produit, comme vous le verrez par la suite. Donc on l'a installé directement sur l'ECC avec un peu de paramétrage. Et ensuite, toutes les applications étaient disponibles directement sur l'ECC. Dans le cadre de la montée de version ici, en fait, on a changé d'architecture pour l'armée de terre parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, bon an, mal an, sur environ 50-60 000 utilisateurs qui étaient connectés sur le SIRH de l'armée de terre, en fait, en termes de performance, on était largement dimensionné pour pouvoir les accueillir. Du coup, on a rapatrié donc cette partie-là qui était sur un serveur dédié en front-end. On s'est aligné sur toutes les mêmes architectures et en fait, on a ramené Neptune sur notre CC. Ouais, ça s'est fait de manière assez transparente. Donc l'état des lieux. En fait, l'armée de terre avait un portail assez vieillissant, qui était on était en ECC6 HP0, NetWeaver 7.0. Donc pour nous, Fiori, c'était pas la peine, puisque dans cet état des lieux également, en prérequis technique,
il était impossible de faire, à l'époque, une montée de version software sur le CC. Donc on avait ce vieux portail pour l'armée de terre, et donc les autres armées n'avaient pas de portail. Donc les enjeux métiers, en fait, comme on peut le voir ici, en fait, c'était de reprendre pour l'armée de terre cet ancien portail et de porter donc sur ce nouveau portail toutes les fonctionnalités qui existaient précédemment. Et éventuellement porter ces nouvelles fonctionnalités pour les autres clients, donc l'armée de l'air, la marine et le service de santé des armées, leur porter tout ou partie de ces applications qu'on avait développées pour l'armée de terre. Donc c'était de créer effectivement un ou plusieurs portails pour permettre aux différents administrés des armées d'avoir accès à certaines informations et éventuellement pouvoir mettre à jour certaines informations dans leur dossier, de manière assez réduite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc comme je l'ai dit, en fait, en termes d'exigences techniques, il était hors de question de faire des montées de version sur nos systèmes. Des retours d'expérience qui avaient déjà été faits auparavant, le temps d'implémentation était réduit. Il y avait une communauté existante déjà, puisque la Gendarmerie nationale et le ministère de la Justice avaient déjà fait des projets sous Neptune. L'un des gros avantages de la solution, ici, c'est l'utilisation de classes métiers ABAP. Donc en fait, quasiment pas de montée en compétences pour les développeurs ABAP. Et nous, c'était le cas puisqu'on avait vraiment une grosse structure de développement avec, à l'époque, 17 ABAPeurs. Donc, c'était vraiment un gros avantage du produit. L'un des autres avantages, c'était l'API Designer. Donc là, en fait, de manière simple, avec un peu de formation et un peu de travail, on était en mesure de pouvoir exposer des API avec tous les gestes métiers, en fait, enfin toutes les classes métiers qu'on avait implémentées en ABAP, on était en mesure de les exposer pour pouvoir exposer des API aux autres. Donc le déroulement du projet, en fait, donc hop, ça sera mieux ici. Voilà, donc pour l'armée de terre, en fait, on a commencé les spécifications ici en novembre 2018. Le début des développements début 2019, et ensuite donc le portefeuille applicatif, donc à la base de cette application, a été mis donc sur les environnements de pré-production pour la recette du client, donc durant toute cette période, avec une mise en production pour l'armée de terre qui a eu lieu au mois de septembre 2019. Pour l'armée de l'air, donc comme je l'avais dit précédemment, en fait le but c'était d'adapter ce portefeuille applicatif pour les autres armées, dans la limite de ce qu'ils voulaient bien intégrer comme application. Donc l'armée de l'air, pour sa part, les spécifications, donc elles ont été beaucoup plus courtes puisque effectivement ils ont pu bénéficier en fait du retour d'expérience de l'armée de terre. Donc les spécifications étaient beaucoup plus courtes et le temps de développement également. Ce qu'on peut constater ici que, enfin, le temps de développement est presque incompressible. Ici, pareil. Donc la mise à disposition des applications en pré-production s'est étalée sur 4 mois et une mise en production fin novembre, début décembre. La marine, qui elle, est restée avec un portefeuille applicatif assez réduit, de seulement 2 applications, c'est les 2 applications seulement qu'ils ont retenues. Donc en fait, on voit que les spécifications et le début des développements ont été concomitants. Et ensuite, donc, une mise en production qui a eu lieu tout début de l'année 2020. Donc, à travers ça, en fait, vous montrez qu'en fait, entre le temps de développement et le temps de mise en production est relativement court. D'ailleurs, à l'époque, alors je me suis trompé, c'est la Marine nationale et pas l'armée de l'air. Pour la Marine nationale, on a réussi à faire quelque chose d'assez rapide, quoi. En l'espace de 2 mois et demi, on avait mis en production les applications qui nous avaient été demandées, qui reprenaient peu ou prou ce qu'on avait déjà développé pour l'armée de terre, mais il a quand même fallu faire des adaptations, puisque chaque SIRH étant indépendant, la structure des données peut être différente selon les SIRH. Voilà, donc je vais récapituler ici les mises en service. Donc l'armée de terre qui a eu lieu au mois de septembre 2019. Donc 11 applications. Depuis cette mise en service, on a livré à l'armée de terre 11 applications.
L'armée de l'air, donc une mise en service en novembre 2019 avec 6 applications qui ont été livrées depuis. La marine nationale, il n'y a pas eu d'évolution. Et donc là, on a le service de santé des armées pour lesquels, en fait, on a prévu une mise en production au premier trimestre 2022. Donc les résultats par rapport aux objectifs du projet, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, on a des développements qui sont assez courts, de par la simplicité d'utilisation du produit et du paramétrage. En fait, on se retrouve avec des temps de développement qui sont très courts. Une montée en compétence en fait des développeurs, parce que bon, au-delà de la partie ABAP, il y a quand même la partie UI qu'il faut maîtriser, et donc il y a quand même une partie JavaScript à prendre en compte. Mais les développeurs, bon an mal an, ont quand même réussi à se former, à s'adapter et à monter en compétence sur ces domaines, ce qui fait qu'on a été de plus en plus efficient dans le développement. Donc comme je disais tout à l'heure, la solution Neptune, en fait, elle répondait à notre problématique à travers ces 4 critères, en fait. Donc la facilité d'installation et de mise à jour. Aujourd'hui, Neptune, c'est annoté à installer pour installer Neptune, plus autant d'OT que de bibliothèques SAP 5, de versions de bibliothèques SAP 5 que vous voulez installer. Donc là, aujourd'hui, sur leur store, sont disponibles 3 versions de bibliothèques SAP 5, un 60, un 71 et un 84, je crois. Voilà. Donc vous avez ces 3 versions de SAP 5. Donc au pire, ça vous fait 4 OT à installer. Un support ultra réactif et hyper efficace. À chaque fois que je fais un ticket pour une problématique décelée, j'ai une réponse dans les 24 heures et dans un délai assez court qui est inférieur à la semaine, j'ai un hotfix qui est délivré. Une grande facilité d'administration. Donc il y a tout un cockpit d'administration qui est délivré avec l'outil, qui permet de faire toute l'administration et qui est assez facile d'utilisation. Et enfin, donc, comme je le citais tout à l'heure, la communauté d'entraide, non seulement sur la partie portail SAP 5, mais également donc, nous en interne, ministère public, avec la gendarmerie nationale et le ministère de la Justice, avec qui on a pu partager des expériences et des solutions techniques. Donc les principaux obstacles qu'on a rencontrés pendant ce projet, donc essentiellement la mise en place de cette architecture spéciale que je vous ai montré au début avec ce fameux front-end pour l'armée de terre, ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre dans le sens où il a fallu qu'on change également notre mode d'authentification. On a été obligé de basculer sur une CUA sur SAP. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais en fait, c'est une base de données des utilisateurs qui est commune à 2 systèmes, avec un système de maître et un système d'esclave, avec une synchronisation des fiches utilisateurs. Ça a été assez complexe à mettre en œuvre, parce qu'on n'avait pas cette compétence au départ. Voilà, donc ça a été l'un des gros obstacles. Et quand il a fallu faire machine arrière, ça s'est déroulé assez facilement pour la partie Neptune. En revanche, pareil, pour démonter la CUA, ça a été aussi un petit peu complexe. On a eu la génération de raccourcis de connexion à l'ECC. Donc ça, c'est la capacité, comme l'offrait SAP en natif, de pouvoir se connecter, lancer une instance du SAP GUI du poste client directement depuis le portail. Donc ça, c'était en natif sur SAP. Ça n'existait pas sur Neptune. Donc il a fallu qu'on le génère nous-mêmes. Donc maintenant, c'est acté, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est pareil, ça demandait, c'était un petit peu complexe en termes de mise en œuvre. Et également, ce qu'on n'avait pas forcément pensé au départ du projet, c'est la mise en place de nouvelles autorisations, puisque dans notre ancien système, on avait les utilisateurs se connectaient au portail. C'était un utilisateur de communication qui était utilisé pour la lecture des données, puisqu'il n'y avait pas d'écriture. Et donc là, dans ce nouveau dans ce nouveau portail, avec la possibilité laissée aux administrés de pouvoir écrire certaines données, il a fallu mettre en place des nouvelles autorisations, des nouveaux objets d'autorisation qui n'étaient pas prévus au départ. Voilà. La montée en compétence sur SAP 5, JavaScript, donc là, ça a été une grosse problématique pour les ABAPeurs, parce que j'avais des ABAPeurs dans mon équipe qui avaient 15 ans d'ABAP derrière eux, qui n'avaient jamais fait de techno-web, jamais fait de JavaScript de leur vie. Donc ça a été
petit peu compliqué, mais bon, au final, après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure du projet, ils sont montés en compétences. Et finalement, au bout de 3-4 mois, en fait, les gens, leur niveau de JavaScript était suffisant pour faire ce qu'il y a à faire dans Neptune. La mise en place des API, donc même si c'est une grande force de l'outil, au départ du coup, quand il a fallu mettre en place les API, c'est pareil, on a eu quelques petites interrogations sur la manière de réaliser cette mise en place d'API. Donc notamment avec le packaging qui était particulier et la gestion des ordres de transport qui n'était pas forcément natif dans l'outil à l'époque. Parce que nous, on a commencé avec la version 4 et c'était pas forcément hyper intuitif. Donc le développement à cheval sur 2 versions, donc la version 4 et la version 5, où il y avait quand même une grosse révolution en termes d'UI entre la version 4 du Launchpad et la version 5. À l'époque, également, la documentation de l'éditeur, qui n'était pas forcément à jour, puisque en fait, on a commencé sur la version 4 avec de la doc de la version 4, on a basculé sur la version 5. La doc pour la version 5 n'était pas forcément disponible sur le site de l'éditeur, qui s'est largement amélioré depuis. Mais à l'époque, c'est vrai que ça avait été un peu problématique. On avait du mal à trouver des solutions à nos problématiques dans la doc. Et forcément, donc la librairie SAP, en comparaison, est beaucoup plus riche en exemples et en samples que celle de Neptune. C'était un peu compliqué puisqu'il y avait des use cases qu'on essayait de retrouver dans la librairie Neptune qu'on ne retrouvait pas, on allait les chercher sur SAP, et l'adaptation en fait n'était pas forcément toujours facile. Voilà, donc comme je le disais, le store de Neptune et les samples qui mériteraient une bonne mise à jour. Donc les résultats par rapport aux objectifs du projet. Donc aujourd'hui, l'armée de terre, donc comme je l'avais dit, sur les 160 000 potentiels et donc les 100 000 qui sont vraiment en mesure de se connecter au système d'information. Donc aujourd'hui, on a plus de 50 000 utilisateurs qui se sont connectés sur le portail de l'armée de terre. Donc on a des pics, donc là en l'occurrence le 13 septembre, avec 525 000 requests dans la journée, en sachant que y a un système de notification dans le portail Neptune qui est paramétrable. Donc nous, au départ, on l'avait paramétré à 1 seule minute, et donc à chaque fois que vous faites appel au système de notification, c'est une request. Donc d'où le volume important de requêtes. Et en fait, en réel, on avait quand même 55 000 requêtes applicatives, donc purement applicatives, avec un temps d'exécution moyen inférieur à la seconde, en sachant que beaucoup de nos utilisateurs font des extractions PDF. Parce qu'on a des documents qui sont disponibles sur le portail, je vous montrerai après, en fait, qui permettent à l'utilisateur d'avoir un panorama de l'ensemble de sa carrière. Et donc en fait, les pics qu'on a tous les lundis matins, en fait, c'est ça, les gens arrivent au travail et ils aiment bien sortir ce PDF où ils retrouvent l'ensemble des informations. C'est vraiment gourmand en termes de temps d'exécution. Donc ce qui fait qu'on a des temps d'exécution moyens qui sont quand même assez performants. Donc là, je suis désolé, je ne peux pas vous faire une démo parce que j'ai pas de moyens de mobilité à ma disposition pour vous faire une démo sur les systèmes d'information qui sont dans un réseau sécurisé. Donc la démo se fera sur PowerPoint. Voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est le Launchpad, c'est du Fiori-like, on va dire. Donc avec donc l'ensemble des tuiles applicatives qui sont disponibles. Un petit avatar ici qui correspond à la fiche utilisateur. Et ce que vous voyez ici, c'est le fameux système de notification. Voilà. Donc là, l'ensemble des notifications qui sont envoyées à l'utilisateur sont disponibles. Avec cette notification-là, on peut rentrer le texte souhaité et on peut même interagir avec les applications. Donc quand l'utilisateur clique sur la notification, on peut interagir avec des applications qui sont disponibles sur le portail. Donc ça, c'est la partie... donc là, on était précédemment sur la partie qui concerne les utilisateurs. Donc ça, c'est ce que tout le monde a sur le portail de l'armée de terre. C'est l'ensemble des tuiles qui sont disponibles. Et on a une partie plutôt orientée gestionnaire. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ici, voilà, on a le... non, c'est pas ici. Tac, 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 tac. Voilà, ici. Donc là, ici, c'est le fameux raccourci dont je vous parlais tout à l'heure qui permet de lancer
le SAPGUI de manière automatique. Et donc l'ensemble de nos clients aujourd'hui pour l'armée de terre, ça se passe comme ça, l'ensemble des utilisateurs, pardon. En fait, l'utilisateur se connecte sur le portail, le SAPGUI est installé sur son poste de travail et il n'est pas configuré. Comme ça, on lance directement le SAPGUI via ce raccourci, et c'est en lançant ce raccourci en fait on récupère tous les éléments de connexion qui permettent de lancer le SAPGUI. Donc ça, c'est l'une des dernières fonctionnalités qu'on a développées. Donc c'est le dépôt de congés, enfin de permission chez nous, dématérialisé, donc qui permet à l'administré de pouvoir déposer son congé, désigner son valideur, le prochain valideur, et ensuite la demande de congé suit tout le processus de validation jusqu'à ce que la permission soit signée. Donc là, je vais vous faire un petit aperçu de ce qui est disponible pour les utilisateurs. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc en fait, là, on a les données personnelles de l'utilisateur. Donc les applications sont organisées comme ça. Enfin, c'est le choix qu'on a fait, hein. Donc avec ici, on retrouve organisé sous forme d'onglets ce qui est disponible en termes d'informations pour l'utilisateur. Ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, un ensemble de liens qui pointent sur ce qu'on appelle des fiches de synthèse, qui permettent à l'administré donc d'afficher ces fameux PDF qu'il aime bien afficher le lundi matin en arrivant au travail. Et puis quelques informations ici. Donc le choix qui a été fait en fait, c'est de limiter les informations qui sont saisies par l'utilisateur à des informations qui n'impactent pas les données de paye, pour éviter des circuits de validation, ce genre de choses-là. Donc c'est le choix qui a été fait, donc c'est quand même assez restreint. Voilà, donc ça se résume au numéro de téléphone et à l'adresse mail, quoi, pour cette partie-là. Il y a la possibilité aussi, dans l'application, de pouvoir saisir ou modifier son adresse de congé et la personne à prévenir en cas d'urgence. Donc ça, c'est les choix qui ont été faits par les armées, hein. Dernière évolution aussi qu'on a mis en place, la mobilité modernisée. Donc ça, c'est la capacité pour un administré de, une fois par an, grosso modo, pouvoir faire une demande de mobilité, donc quand il veut être muté. Donc il fait une demande de mobilité, on lui met à disposition un formulaire sur son portail, et ensuite un deuxième formulaire, une fois qu'il est traité par l'administration centrale et par la gestion du personnel, il y a un deuxième formulaire qui lui est envoyé pour pouvoir on lui propose des affectations et lui, il priorise ses affectations. Donc ça se présente comme ça. Il y a un petit récapitulatif de la partie qui concerne l'administré avec sa situation personnelle, quelques identifiants. Et ensuite, à lui de remplir toute la fiche avec ses souhaits, ici. Où est-ce qu'il, dans quelle mesure il souhaite être muté. Il n'y a pas de choix les choix de garnison sont pas, les choix d'affectation sont pas définis à cet endroit-là. En fait, l'administré explicite ses choix éventuellement dans cette case remarque. Voilà, les gestionnaires, eux, ont à leur disposition, pareil pour cette partie mobilité, des outils de suivi de la mobilité. Eux remplissent leur partie. Ensuite, on a le fameux formulaire où le gestionnaire propose à l'administré, ici, une affectation, et l'administré la valide. Et de la même manière... Ah, non, voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, aussi, la dernière fonctionnalité qu'on a mis en place, donc c'est les fameux congés dématérialisés. Ça se présente autour de 3 applications. Donc, une application qui permet de redéfinir l'organisation dans laquelle est affecté l'administré. On a fait ce choix-là parce que notre organisation telle qu'elle est décrite aujourd'hui dans OM, on la récupère d'un système d'information extérieur. Et on n'a pas le choix de pouvoir la modéliser autrement. Du coup, ça ne s'appuie pas forcément sur la réalité du terrain. Donc nous, ce qu'on a proposé à nos utilisateurs, c'est que par entité, ils redéfinissent une organisation, et ils affectent les gens dans des entités. Et ensuite, ici, ils désignent les personnels qui doivent valider ou signer les congés. Voilà. Donc l'ensemble des administrés doivent être placés dans cette organisation pour pouvoir bénéficier de ce système de workflow de congés. L'administré dépose sa demande de permission et donc il a accès à toute la chaîne verticale
des valideurs. Donc il choisit soit le premier valideur, s'il n'est pas là, il peut choisir directement le premier, enfin le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Sinon, il suit le circuit normal, parce que normalement, on ne dépose pas ses demandes de congé la veille pour le lendemain. Et si c'est le cas, on peut directement adresser la demande de congé au signataire. Et donc, la dernière étape, c'est la validation des demandes d'absence. Donc là, le valideur a la capacité de pouvoir soit valider les permissions s'il y a un échelon supérieur pour signer la permission, et le cas échéant, s'il a le pouvoir de signature de la permission, à ce moment-là, il peut signer directement la demande de permission, et la demande est acceptée ou refusée, et l'administré peut partir en congé. Donc en fait, l'état des lieux après le projet, donc il y a eu la modification de l'architecture pour l'armée de terre, et on s'est rendu compte, donc pour l'armée de terre, qu'on a une très très bonne utilisation de ce portail, puisqu'en gros, comme je vous le disais tout à l'heure, on en a 160 000 potentiels, mais réellement, il n'y en a que 100 000 à peu près qui pourraient se connecter sur le portail, soit parce qu'ils n'ont pas d'accès à un ordinateur, ou essentiellement à cause de ça d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas accès à un ordinateur. Donc grosso modo, on a 100 000 utilisateurs qui pourraient se connecter, et on a quand même la moitié des utilisateurs qui se connectent régulièrement sur le portail de l'armée de terre. Donc la partie, donc le bilan positif, négatif, ça a été la facilité et la rapidité de mise en œuvre, hein, parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour l'armée de terre, début des spécifs en novembre 2018 et mise en production en septembre 2019 pour un portefeuille applicatif de 7 applications. Et l'armée de l'air en 4-5 mois et la marine en 2 mois, avec forcément la montée en compétence des équipes au niveau technique. Ça a été très rapide. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, sur des POC assez simples, où les armées nous demandent, par exemple, je veux avoir un visu sur l'ensemble des décisions qui concernent un administré. Mes développeurs, ils font un POC en une demi-journée, quoi. Donc c'est hyper rapide. Donc les difficultés, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à implémenter toutes les fonctionnalités SAP UI5. Donc là, il y a une grosse montée en compétences sur la partie JavaScript, qui n'a pas été facile. Notamment, dès que le client nous demande des choses un peu spécifiques, forcément, il faut tout coder en JavaScript, hein. Donc là, si on n'a pas la compétence, forcément, c'est compliqué. Et l'utilisation de composants hors IDE. Donc là, ça c'est en fait dans les bibliothèques SAP UI5 qui sont fournies par Neptune. Il y a des objets qui sont pas facilement intégrables dans l'environnement de développement. Donc l'environnement de développement, je ne vous l'ai pas présenté, mais je pense que vous pourrez le voir sur le stand de Neptune. C'est un peu du WYSIWYG. Donc en fait, vous faites du glisser-déplacer de composants que vous mettez dans une arborescence. Sauf qu'il y a certains composants qui ne sont pas paramétrables directement dans cette IDE. Donc en fait, la seule solution, c'est de l'implémenter en JavaScript et de le manipuler complètement en JavaScript. Donc là, c'est un peu complexe. Mais ça reste à la marge, hein. C'est-à-dire que 98% des composants sont dans la bibliothèque SAP UI5. Nous, on a eu des besoins spécifiques, notamment tout ce qui est composants pas de reporting, mais tout ce qui est statistique avec des camemberts, des histogrammes, ce genre de choses-là. Donc là, le composant, en fait, qui est le Gantt chart quelque chose, je crois, dans SAP UI, ce composant-là, il n'est pas implémenté directement dans l'IDE. Donc là, on est obligé de manipuler tout le composant en JavaScript. Et les points forts de la solution, donc la facilité d'installation et d'administration, comme je vous l'ai déjà dit, donc avec l'installation simplement d'ordre de transport, et via le cockpit d'administration qui est fourni, toutes les opérations d'administration sont facilement réalisables. Les classes métiers ABAP, donc là ça c'était aussi une grosse force puisque toute la partie métier est développée en ABAP. Donc vous pouvez utiliser tous vos développeurs ABAP pour réaliser vos classes métiers. Donc en fait, comme ils connaissent normalement bien votre système d'information, ils sont en mesure de développer toutes les fonctionnalités assez rapidement. L'API Designer, donc la capacité de pouvoir mettre à disposition soit pour nous-mêmes, puisque nous c'est ce qu'on a fait, en fait on a créé des API qu'on réutilise dans nos applications. Donc soit pour nous-mêmes, soit pour exposer à l'extérieur nos classes métiers qu'on a développées, avec ce qu'elles sont capables de fournir comme données. Donc on est capable de les exposer à l'extérieur grâce à l'API Designer. Et également, donc comme je vous l'avais dit en préambule, en fait, avec la possibilité d'utiliser Neptune dès la version 7.0 de NetWeaver.
Donc en fait, il n'y a pas de... Si vous avez des ECC 6 comme nous on avait en EHP 0 sur donc des systèmes assez anciens, du coup vous pouvez implémenter cette solution sans avoir besoin de faire monter de version. Donc là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc les challenges et les difficultés rencontrées, donc la partie synchronisation des utilisateurs avec la CUA lors de la mise en production, c'est un peu complexe. Donc il y a peut-être d'autres solutions techniques à mettre en œuvre. Si vous utilisez une technologie type front-end et back-end, avec le front-end, le Neptune sur le front-end, il y a peut-être, alors moi j'ai pas cette connaissance technique-là, mais il y a certainement des solutions plus efficientes que la CUA que je ne conseillerais pas, sauf si vous en avez déjà une en place. Donc je l'avais dit, la mise en œuvre des API et la montée en compétences sur JavaScript. Voilà. Donc dans nos futurs projets, la communication avec le monde Internet, puisqu'aujourd'hui nos systèmes d'information en fait sont sur notre réseau sécurisé, et pour pouvoir communiquer avec l'Internet, en fait, notre opérateur ne nous autorise que les API pour pouvoir discuter avec l'Internet. Donc notre opérateur doit nous mettre en place un outil type annuaire d'API dans lequel on devra s'inscrire. Donc le but, c'est effectivement d'aller vers cette technologie-là pour pouvoir exposer, comme je disais tout à l'heure, notre métier à travers les API vers l'Internet, et pour pouvoir être en mesure de reprendre une partie des fonctionnalités qu'on trouve sur l'intradef, enfin sur notre réseau sécurisé, pouvoir les exposer sur Internet et ainsi de pouvoir permettre à l'administré effectivement de pouvoir consulter ses données ou pouvoir faire une demande de congé directement sur l'Internet. Voilà. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Demain, le mettre en application mobile, c'est dépendant d'abord de la partie Internet, alors, ou vos personnels ont des terminaux mobiles sécurisés? Non, on n'a pas de... Non, alors on a des solutions mobiles sécurisées, mais aujourd'hui, on pourrait y accéder, mais alors tout est responsive design, dans la mesure où le développeur a bien fait son travail et que ça a été prévu au départ. C'est-à-dire que s'il y a quelques applications, en fait, avec les composants qu'on utilise, ne sont pas forcément adaptés au responsive design et à l'application mobile. Voilà. Donc on a une partie de nos applications qu'on a développées, on le sait, elles ne sont pas compatibles sur des terminaux mobiles. Mais effectivement, c'est possible. Tout est paramétrable et on peut choisir pour chaque composant sur quel type, par exemple, de support il a le droit de s'afficher. Donc il peut très bien, telle ou telle donnée peut s'afficher que sur desktop, que sur mobile, sur tout. Enfin, voilà. C'est assez paramétrable. Oui? Vous avez parlé de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Le fait que la DGA, l'état-major, n'ait pas entre guillemets suivi le mouvement, est-ce qu'il y avait des contraintes supplémentaires ou vous n'avez pas le... Alors, je ne sais pas quels sont sur quoi est leur SIRH aujourd'hui et comment ils sont gérés. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, certainement, ils ne doivent pas avoir leur SIRH sur SAP. Et du coup, avec cette version de Neptune, c'est la version SAP Edition. Donc, en fait, on n'attaque que du SAP. Voilà. Mais il n'y a pas eu effectivement de demande par rapport à ça. Oui. Est-ce que vous avez utilisé des ressources externes en termes de formation, de onboarding sur la solution, ou vous êtes parti tout seul? Non, alors au départ, en 2018, j'ai fait le premier POC tout seul, en fait. Voilà. Et après, une fois qu'on a passé, effectivement, une fois qu'on a adopté la solution, en fait, puisque à l'époque, la version était gratuite. On avait une solution trial à l'époque. Donc moi, je me suis fait la main dessus. Et après, une fois qu'on a acheté la licence pour utiliser le produit, là, effectivement, après, on a eu la partie formation et accompagnement. Mais moi, j'ai pu développer des applications tout seul, from scratch, rien qu'en suivant la doc, quoi. Donc c'était très, très bien fait. Une question, à combien de temps faut-il à un développeur ABAP pour prendre en main la solution Neptune? Si je prends mon expérience personnelle, c'est assez rapide, quoi. En l'espace de, je sais pas moi, 1 mois pour développer une application assez simple, ça peut être pris en main, quoi. Mais pour développer des choses simples, quoi, où il n'y a pas besoin de rajouter de partie JavaScript
pour gérer toute la partie UI, quoi. À partir du moment où on fait de la récupération de données sur la partie ABAP et qu'on choisit de l'exposer, il y a tout un tas de tutoriels qui sont disponibles sur le site de Neptune, qu'il suffit de suivre, entre guillemets, bêtement. Hein. Et du coup, on comprend vite comment ça fonctionne et on est en mesure de faire des applications très simples, très rapidement. Pour les composants hors Neptune, est-ce qu'ils sont certifiés? Ah bah oui, parce qu'en fait, ils sont fournis dans la bibliothèque SAP 8.5 qui est fournie par l'éditeur. Nous, en fait, on a demandé à l'éditeur de rajouter les fameux Gantt charts, là, toute cette partie-là, en fait, qui était... alors, les composants existaient dans SAP 8.5, dans une version antérieure, et étaient déclarés comme obsolètes par SAP. Donc, nous, ce qu'on a demandé à l'éditeur, c'est de pouvoir intégrer donc, ces objets-là, ces objets SAP 8.5, de l'intégrer directement dans la distribution. Ce qu'ils ont fait, ça a été fait assez rapidement. Hein. Je pense que ça a dû être fait en 1 semaine ou 15 jours. On a eu le composant disponible dans la distribution, quoi. Et là, après, on a pu le manipuler forcément tout en JavaScript. Donc là, ça demande des compétences un peu plus poussées, mais... Oui? Pourquoi ne pas être parti sur un portail SAP Gateway? Alors, Vous auriez très bien pu faire un portail SAP. Enfin, pourquoi ce choix de Neptune? alors comme je l'ai expliqué en préambule, en fait, nous, il y avait pas de montée de version au niveau pile logiciel et pas de hardware non plus. Donc on avait un budget de, enfin rien. Voilà. Pour faire simple, en fait, c'était hormis le coût d'acquisition de Neptune, on avait 0 budget, quoi. Donc c'était pas de hardware et pas de software non plus. Donc surtout pas de montée de version et pas de plateforme supplémentaire à mettre dans le paysage. Donc c'était déjà une contrainte forte. Et donc SAP Fiori en NetWeaver 7.0, CC6, HP0, c'était pas possible. Donc voilà. Donc et comme je l'ai dit, moi, n'ayant aucune connaissance en technologie web, mais alors quand je dis rien, c'est rien. Hein. Ça faisait 10 ans que je faisais de la BAP et avant j'étais dans les forces, donc je faisais du déploiement de réseau dans les opérations extérieures. Donc moi, la partie web, fallait pas m'en parler et j'ai pu développer des applications. Je vous dis, en suivant la documentation, j'ai très bien compris comment ça fonctionnait et j'ai pu développer des applications assez rapidement. Oui, je vous écoute. Du coup, comment Neptune s'intègre au portail Fiori? Imaginons que vous fassiez un upgrade Oui. vers les applications des développeurs sont Alors, perdues ou réutilisables? En théorie, parce qu'on ne l'a pas joué, les applications Fiori sont intégrables dans le Launchpad de Neptune. Alors inversement, je ne sais pas. Voilà, donc ça fait partie aussi des évolutions éventuellement futures. C'est peut-être développer des applications Fiori, parce qu'il y a une complexité, il y a d'autres choses qui font qu'on est obligé de basculer sur Fiori. Et de développer des applications Fiori pour prendre le meilleur de Fiori et effectivement mettre à disposition les tuiles sur le Launchpad Neptune. Et du coup, lui, l'utilisateur final, il ne sait pas ce qu'il y a derrière, si c'est du Fiori ou du Neptune. Il ne le saura pas. Oui, monsieur. L'aide en ligne aux utilisateurs, Oui. c'est porté par Neptune? Oui, en fait, on peut implémenter de la documentation directement dans l'outil Neptune également, qui est disponible à la fois sur la tuile en elle-même, où il y a la possibilité de mettre une aide directement sur la tuile qui va expliciter de manière générique un peu ou assez générale le fonctionnement de l'application. Et après, on a un système d'aide qui est disponible dans l'application, où on peut même insérer des vidéos avec des liens YouTube. Bon, nous, c'est pas le cas puisque voilà, on n'est pas connecté à Internet, mais on peut imaginer plein de choses. Oui. Vous avez évoqué les classes métiers et les applis. Oui. C'est des choses qui sont livrées avec Neptune, alors c'est vous qui développez. Alors en fait, les classes métiers, c'est à vous de les développer. Et ensuite, en fait, Neptune propose nativement de pouvoir exposer ces classes métiers ou n'importe quoi d'autre, n'importe quelle autre classe, au format API, en fait. Et dans le cockpit d'administration, en fait, vous avez la possibilité de déclarer votre API et de l'exposer au public, en fait, du coup. Voilà. Donc c'est vraiment... enfin, une fois qu'on a compris le mécanisme et qu'on s'est approprié le mécanisme de comment je crée mon API et comment je la déclare ensuite dans mon cockpit, une fois qu'on a assimilé ce processus-là, c'est super simple, quoi.
C'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Donc nous, on crée nos propres API qu'on réutilise dans nos applications. La partie que je vous ai montrée tout à l'heure avec l'entête de l'application, avec la photo et les fameux liens vers des PDF là. Donc là, cette partie-là, en fait, c'est une application, on va dire, template chez nous, qui est avec une API. Et en fait, ensuite, on décline cette application-là pour développer toutes nos nouvelles applications. En fait, elles ont toutes le même bandeau commun. Donc du coup, après, en termes de maintenance, on n'a plus que cette application-là. Si on veut rajouter un lien, ben, on maintient cette application et c'est distribué sur toutes les autres, en fait. Donc c'est aussi la force de l'outil. Je ne sais pas si Fiori permet de faire ça, mais en tout cas, Neptune, ouais. Une dernière question. Comment savoir quelle est la version de UI5 utilisée dans Neptune Ah. et quelle est la latence entre les La version de UI5 sur SAP et dans l'intégration dans Neptune? Alors la version de SAP UI5 qui est utilisée dans Neptune, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui il y a la 1.60, la 1.71 et la 1.84. Voilà. Oui, bah en fait, alors je sais, c'est 1.84.71 je crois, de mémoire. Ok, peut-être juste la dernière question, monsieur. Je voulais savoir en fait Neptune est compatible avec SAP Neverland. Ah, mais, alors en fait c'est complètement décorrélé en fait. C'est-à-dire que nous on a installé Neptune et on a fait à titre d'exemple en fait, on a fait notre montée de version de CC6 EHP0 vers ECC6 EHP8. Neptune, on n'a rien fait en fait. Voilà. Donc j'imagine que aujourd'hui il n'y a pas de distribution spécifique Neptune pour ANA. Donc quel que soit le système, en fait, ce qui compte c'est la version de NetWeaver en fait.